Bonsoir Bernard. Bonsoir et bienvenue à Marseille au Festival du Livre de Marseille. Donc tu vas clore ces 3 journées de festival en ligne. C'est inhabituel pour nous. On aurait dû se voir en live, comme on dit Mais bon, écoute, ça sera la prochaine fois, je pense, mais on est très heureux de te recevoir. Et on veut remercier aussi tous les gens qui nous ont suivis pendant 3 jours. Et puis, je leur dis à l'année prochaine, le premier week-end de décembre, en vrai de vrai, au festival, au même endroit, au Parc Chano, que je remercie de nous avoir accueillis avec la SAFIM pendant 3 jours. Et je vais laisser Elsa Charbit, que tu connais très très bien, t'interviewer pour ce très beau dernier livre. Et puis, à bientôt. Merci à tous. Je suis désolé de faire les remerciements sur ton interview, mais c'est la fin du week-end pour nous. C'est voilà, le meilleur par la fin, comme on dit. Et merci à nos partenaires, à tous nos partenaires. Je t'embrasse et puis je te laisse avec Elsa. Ciao. Très bien, bonsoir. Bernard, bonsoir. Je suis ravie qu'on se retrouve pour le festival à Marseille, de Marseille, même si si vous êtes loin de nous, le plaisir c'est d'être ensemble. On va évoquer ce livre, La planète des chats, qui est paru chez Albin Michel. Ce livre, Bernard Werber, est le dernier volet de la trilogie que vous avez consacrée aux chats. Tous ceux qui l'ont suivi ont pu suivre les péripéties de la chatte Bastet et de ses compagnons. Cette fois-ci, ce sera donc l'épilogue de ses aventures. Vous aimez beaucoup, Bernard Werber, partir d'un point de vue. Il y a eu les fourmis, bien sûr, on s'en souvient. Aujourd'hui, ce sont les chats. Je crois que tout est parti cette fois-ci d'une chatte que vous possédiez qui s'appelait Domino. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Alors, Domino m'a été offerte par une autre écrivaine qui s'appelle Stéphanie Janicot. Et Domino est ce qu'on appelle un chat diva. Je pense que parmi les gens qui nous entendent, il doit y avoir des possesseurs de chats. Donc, il y a 2 sortes de chats, les chats gentils et les chats divas. C'est pas tellement que les chats divas sont pas gentils, c'est qu'ils sont d'un égoïsme total. Je sais pas si toi-même, Elsa, tu as eu des chats. J'en ai eu. Et c'est vrai que c'est très indépendant, un chat. Oui, c'est indépendant, mais après, il y a une forme d'égoïsme qui est plus ou moins développée. Et c'était une chatte qui supportait pas que je m'intéresse à quelqu'un d'autre qu'elle. Donc, dès que je tapais sur l'ordinateur pour écrire mes livres, elle se mettait à piétiner mon clavier. Et puis, elle était tout le temps dans l'idée que tout le monde doit l'admirer, tout le monde doit la vénérer. C'est pour ça que dans le livre, je l'appelais Bastet, en référence à la déesse égyptienne Bastet, qui était une divinité très importante d'Antiquité. Alors, dans ce qui s'est passé très rapidement, c'est simplement, rappelons que la planète est envahie, la ville est envahie par les rats, et Bastet décide d'emmener tout le monde sur un bateau et de rejoindre New York en espérant que là, les rats seront et moins nombreux et moins méchants, j'allais dire. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'ils vont trouver, même si... Bouge pas, il faut que je règle une petite affaire. Mais oui, je ne bouge pas. Nous ne bougeons pas. Ah, c'est la fenêtre, ok. Non, c'est rien. Donc, Bastet prend la tête de la résistance. Moi, je voudrais dire quand même que Bastet est une chatte particulière parce c'est un chat augmenté. Elle a une espèce de 3e œil. Je voudrais que tu expliques ça à nos auditeurs. Enfin, ceux qui nous écoutent, Alors, oui. Ça, c'est une découverte qui existe réellement. D'ailleurs, dans mes livres, j'essaie de faire comme de la science-fiction qui existe réellement. Et donc, pour étudier notamment les rêves, on a branché des clés USB sur le cerveau des chats pour voir, parce que le chat est un animal qui dort 12 heures par jour. Ceux qui ont des chats ont dû s'apercevoir que ça dormait beaucoup, ça faisait beaucoup de sieste, et ça rêve énormément. Et c'est grâce au chat qu'on a découvert notamment le sommeil paradoxal. Et là, j'ai imaginé que dans mon intrigue, Bastet se retrouvait muni d'une clé USB qui lui fait un 3e œil et qui lui permet de se brancher sur les ordinateurs. Et grâce à ça, elle va comprendre la place des chats dans le monde. Elle va comprendre aussi comment fonctionne le monde des humains. Et donc, vu que le récit est raconté par Bastet, donc cette chatte qui se prend pour une divinité, il y a la possibilité pour elle de faire des références au monde humain et même de comprendre elle-même qu'elle est une sorte de divinité, et elle espère du coup recréer déjà la religion d'admiration des chats. C'est en ça que ça la rend encore plus mégalo que la plupart des chats déjà mégalos.
Alors, ce qui lui donne donc accès, on retrouve à travers le livre, c'est un procédé que vous avez souvent utilisé, d'extraits de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc là, on les retrouve aussi dans ce livre. Mais alors, dans ce livre, le livre commence. Moi, j'avais l'impression d'être dans un roman de KPDP. Il y a un rythme enfin, vous nous avez pas vraiment habitué à une scène tout de suite au début comme ça, fracassante. Mais ça marche, c'est extrêmement visuel. Et bien sûr, l'idée, je pense quand même, c'est aussi de nous divertir, Bernard Werber, et là vraiment ça fonctionne dès le début. Voilà. Tu as trouvé la bonne référence, c'est-à-dire que moi j'écris pour que les gens, surtout dans cette période un peu compliquée, et prennent du recul, se détendent, rient, voient de l'action et ne soient pas dans l'introspection déprimante, ce qui est souvent le cas de la littérature française. Donc, ce qui m'amusait, c'était de créer à partir de Machat qui a une dimension amusante, presque malgré elle, de créer les situations les plus spectaculaires possibles. Voilà. Ça va, vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Il y a eu juste une petite coupe, mais ça va. Mais à travers, en fait, les aventures de Machat Bastet, ce que j'essaie surtout, c'est de faire avoir du recul sur notre place à nous, humains. Sorte de ces livres où des gens racontent. Là, avec le regard d'un chat, d'une chatte, pour être précise. D'ailleurs, ça, c'est une copie du Louvre de la vraie Bastet. Oui. Et comme on voit, d'ailleurs, je t'ai montré un truc. Elle a une clé USB. Non, elle n'a pas une clé USB, mais la vraie, c'est une représentation donc, qui existait réellement. Et on voit, il y a un truc sur le front qui ressemble assez. Voilà. Or, quand j'ai écrit le roman, j'avais pas vu cette statue. Et quand j'ai vu cette statue, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça raconte exactement la même histoire. Et non, ce qui m'amuse, c'est de parler d'humanité et de parler de nous comme d'une civilisation qui connaît des remous, surtout actuellement, et qui doit arriver à trouver un chemin, je pense, d'harmonie entre les hommes et aussi avec les autres espèces animales. Il y a une sorte de réconciliation à faire avec les chats, avec les chiens, avec tous les animaux, et de les considérer non plus comme de la matière première, mais plutôt comme des partenaires. Et j'ai la même vision pour les plantes et pour la planète, c'est-à-dire tout ce qui vit est en connexion avec nous, et si nous nous déconnectons de ça pour avoir que des problèmes humains, eh bien au bout d'un moment, on va être tous déprimés, parce que la nature est ce qui nous ressource. Et c'est ce qu'a compris mon héroïne, ma chatte. Et c'est ce que, un peu, c'est l'idée du roman, c'est nous avons peut-être des choses à apprendre des autres espèces vivantes, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir s'en tirer. Bon, de toute façon, c'est une idée qu'on a retrouvée dans d'autres ouvrages que vous avez écrits, et que là, vous persistez, vous signez. Alors ici, on a les chats, on a les rats. Ils sont très envahissants, ces rats. Le monde, ils sont extrêmement nombreux. Alors, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux dans nos villes et dans nos vies actuellement, mais là, ça devient vraiment quelque chose d'épouvantable. Il y a une véritable menace dans votre livre, mais c'est parce que ça part aussi d'une menace que nous vivons. Vous avez l'impression quand même que les rats ont pris une place disproportionnée qu'ils ne tenaient pas jusqu'à maintenant ? Je ne sais pas comment c'est à Marseille. Je pense qu'à Marseille, ça doit être un peu comme à Paris. Mais à Paris, on a quand même, par exemple, eu au parc Monceau, des groupes de rats qui ont attaqué des enfants dans un jardin, parce qu'ils sont obligés de fermer le parc Monceau. Et on considère qu'il y a 2 rats par Parisien. Et le fait qu'il y ait les égouts et le métro, ça leur permet de proliférer sans aucune limite. Il y a des régions entières, des zones de métro et d'égouts, où les égoutiers ne vont pas et où aucun humain ne peut rentrer, précisément parce qu'il y a trop de rats. Or, c'est une espèce animale qui a l'air a priori anodine, mais qui, je pense, si notre humanité n'arrivait pas à se maintenir, pourrait prendre le pouvoir. Et ce n'est pas qu'une vue d'un roman de science-fiction. Il y a des villes à chats, notamment on voit ça en Grèce, en Égypte, en Israël, dans lesquelles il y a des hordes de chats vivants qui circulent partout. Et dans ce cas, les rats ne prolifèrent pas. Mais dans le cas de villes où on a fait justement la chasse aux chats, aux hordes de chats, Rome aussi. À Rome, il y a aussi il y a un quartier entier où il y a des hordes de chats libres. Ouais. Et je peux vous dire que du coup, ça rééquilibre. En fait, toute espèce a un prédateur.
Et si il n'y a pas de prédateurs, au bout d'un moment, l'espèce prolifère envahit tout. C'est ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas de horde de chats à Paris. Donc, du coup, il y a des hordes de rats. Et on va en avoir. J'ai vu, il y a des touristes brésiliens qui ont montré des hordes de rats sur les Champs-Élysées qui crevaient les sacs d'ordures. Donc, quand je parle de ça, c'est une vraie menace. C'est quelque chose dont on ne parle pas parce que ça fait peur. Tout le monde en plus. Ça fait très peur. Voilà. Mais en tant que romancier, en tout cas, l'ennemi rat me semblait et la menace des rats me semblait une menace intéressante. Parce que du coup, mon héroïne, le héros, vous savez, c'est celui qui lutte contre un adversaire difficile. Et les rats sont très adaptatifs, sont très intelligents, ils vivent en hiérarchie. Et c'est un animal très fasciste. C'est-à-dire ils éliminent les faibles et ils ont le culte de la force et de la violence. Donc c'est aussi un animal qui nous montre un mode de société qui, à mon avis, peut prendre le pouvoir si on ne fait pas attention. En tout cas, dès le début, la bataille qui se passe sur le bateau, quand les rats montent sur le bateau pour attaquer le chat, enfin vraiment cette scène, elle est terrible et puis ça donne le frisson quand si tous ces rats étaient là en même temps. C'est vraiment un passage extraordinaire. Moi, je voudrais qu'on parle d'un personnage, parce qu'il y a quand même des humains dans votre livre. Je voudrais qu'on parle de Nathalie. Nathalie, en fait, est la servante de Bastet. Elle est à son service et c'est vrai qu'elle est là pour l'accompagner et elle l'a fait aussi avancer. Elle parle avec Bastet, elle lui permet de se lancer 3 défis. Il faut qu'elle progresse dans l'amour, dans l'humour, dans l'art. Et pour parachever tout ça, Nathalie lui dit qu'elle devrait écrire un livre. Alors j'ai adoré cet échange. Je voudrais que vous nous en parliez. Alors, d'abord, ma chatte Bastet considère qu'elle est plus évoluée que les humains. Donc, elle considère que les humains sont une sorte d'espèce en voie de développement et que les chats sont là pour leur montrer ce qu'est la vraie sagesse. D'ailleurs, il suffit de voir les chats comme ils nous regardent, on a vraiment l'impression qu'ils comprennent des choses et qu'ils ont l'impression que nous, on ne les comprend pas. Donc, je me suis basé aussi sur cette observation-là. Et donc, Bastet a comme, non pas maîtresse, mais comme servante Nathalie, qui est une architecte, et elle s'aperçoit que cette servante est tout le temps ballottée par des émotions, par des humeurs, la peur, l'envie. Elle a une sexualité qui est pas très épanouie parce qu'elle a plein de raisons qui font sa pudeur, sa retenue, sa timidité, qui font qu'au final, elle s'amuse pas tellement. Et donc, Bastet, à ce moment-là, se dit, nous, les chats, on devrait déjà leur apprendre à être plus décontractés dans la sexualité. On devrait leur apprendre à exprimer réellement leurs émotions. Et puis, on devrait leur apprendre qu'ils arrêtent de se prendre la tête avec des problèmes inintéressants. Et donc, elle se perçoit un peu comme un maître par rapport à sa disciple, qui serait cette humaine, dans laquelle elle essaye à travers ses miaulements, parce qu'elle a du mal à communiquer avec elle au début, mais grâce à son 3e œil, elle va pouvoir améliorer cette relation. Elle va essayer de l'aider comme une sorte d'être maladroit et imparfait. Mais les chats ont, enfin, si tu as eu un chat, si vous avez eu un chat, ont aussi l'idée qu'ils sont très très beaux et qu'ils ont une fourrure, déjà parce qu'ils se lavent tout le temps, donc ils doivent avoir l'impression que nous on n'est pas très propre. Ensuite, ils sont tout le temps en train de s'arranger la mise en pli, ils sont tout le temps en train de s'étirer, ils sont tout le temps en train de chercher le meilleur endroit. Donc, d'une certaine manière, l'un des constats de Basset, c'est que les chats sont plus heureux que les humains. Et donc, elle essaie de comprendre pourquoi les humains n'arrivent pas à trouver les bonnes solutions à leurs problèmes. Et elle se dit, c'est juste qu'ils sont trop dans l'intellect et pas assez dans l'organique. Mais dans cet échange qu'elles ont toutes les deux, Nathalie essaie de la convaincre du pouvoir de l'écrit. Et cet échange est très intéressant parce que on se demande, bon, bien sûr, vous êtes un écrivain, donc le pouvoir de l'écrit, vous y croyez, ça me paraît une évidence. Mais est-ce que c'est toujours aussi fort aujourd'hui où tant de choses se passent sur les réseaux sociaux, où écrire, c'est souvent avec beaucoup de fautes d'orthographe et des phrases très courtes. Est-ce que ce pouvoir de l'écrit, vous y croyez toujours, Bernard Werber ? Oui, en effet, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est ce qui fait la différence aussi entre les hommes et les animaux, c'est que les animaux, ils ne peuvent pas laisser la mémoire de leur vie. Un chat, aussi extraordinaire soit-il, ou un chien aussi extraordinaire soit-il, précisément parce qu'il n'a pas accès à l'écrit, ne peut pas laisser une trace de sa pensée. Et dès le moment où Bastet va comprendre l'importance du livre,
elle va comprendre aussi que c'est l'élément qui fait que les chats ne règnent pas encore, c'est qu'ils n'ont pas écrit leur Bible, ils n'ont pas écrit leur Genèse, ils n'ont pas écrit leur vision du monde, et que c'est le grand enjeu qu'elle veut relever, c'est écrire ses souvenirs, écrire sa pensée, écrire sa vision du monde, afin que la civilisation des chats puisse s'installer. Et une civilisation ne peut être installée que par l'écriture. On connaît les premières civilisations humaines que par le fait qu'elles ont écrit. Ce sont les Sumériens, parce que les Sumériens faisaient des tablettes d'argile. Et il y a probablement des tas de civilisations qui ont existé, mais du fait qu'elles n'ont pas fait d'écrits, qu'elles n'ont pas fait de livres, ont disparu ou ont été oubliées. S'il n'y a pas d'écrit, il n'y a que la parole, et la parole, au bout d'un moment, déforme les histoires, et au bout d'un moment, en plus, les histoires finissent par être oubliées. Mais même tout individu qui ne laisse pas une trace écrite de sa pensée, au bout d'un moment, va disparaître, être oublié. Le livre est ce qui rend en même temps immortel, et en même temps ce qui va permettre de bâtir une mémoire pour une espèce. Et c'est ça qu'a bien compris ma petite pastèque. Qui est juste là et qui ne bouge pas surtout. À New York, c'est l'avantage. C'est l'avantage d'avoir une statue comme ça. En plus, elle est vraiment très très belle. On parle toujours, d'ailleurs, dans toutes les civilisations, on parle de la beauté du chat. Donc, c'est quelque chose qui se confirme et qui est vraiment ancré dans l'idée des civilisations. À New York, notre héroïne va découvrir l'habitation verticale pour ne pas être dévorée par les rats. Alors, c'est très intéressant que vous parliez de ça parce qu'on est dans des sociétés où il y a un appauvrissement du foncier, où on est dans la volonté de ne plus de s'étendre de façon urbanistique. Donc, c'est intéressant. Peut-être que ça serait aussi une solution pour les hommes. De quoi? La verticalité? Ben oui, de plus en plus de verticalité. Ça serait peut-être comme ça que là, c'est pour sauver leur peau qu'ils sont obligés d'habiter de façon verticale. Plus ils sont hauts, plus ils sont en sécurité. Mais ça pourrait être aussi une possibilité de voir les villes s'agrandir demain. Quand on va en Chine, à Shanghai ou à Pékin, on voit qu'ils ont choisi la verticalité en copie de New York. Moi, je crois que l'architecture de New York écrase l'individu, et c'est ce que va découvrir aussi mon héroïne. En même temps, elle les sauve, parce que vu que le sol est rempli de rats, les humains circulent en tyrolienne entre les buildings, mais en même temps, tous ces gens sont écrasés par cette architecture monumentale qui rend les individus, j'allais dire, des petites fourmis dans ces structures. Moi, je préfère mettre mon pari à New York ou Marseille à New York, précisément parce que nous avons une sorte de limite au 7e étage. Qui fait qu'il peut sortir des monuments, il peut sortir par endroits, la Tour Eiffel ou des basiliques ou des éléments qui vont surgir de la cité. À New York, le seul élément qu'on peut voir quand on y va, c'est Central Park, qui est plutôt plus bas que l'ensemble de la ville. Et ce que je voulais montrer, c'est que le fait de vivre dans un univers tout en verticalité oblige à une pensée différente. Cette pensée, c'est on regarde les étages, on regarde est-ce qu'on est en haut ou est-ce qu'on est en bas, au lieu de regarder est-ce qu'on est au nord ou au sud. Et quand j'étais à New York, je me rappelle les gens, une fois qu'ils sont dans l'intérieur d'un building, c'est comme si c'était un village. Chaque building correspond à une petite cité, et c'est ce que j'ai voulu remontrer en utilisant le plus haut de tous les buildings dans lequel va atterrir mon héroïne, qui est le One World Trade Center, qui est un building qui surpasse tous les autres, qui est plus haut encore que le Rockefeller Center. Et dans ce building, en fait, ils ont recréé toute l'humanité, c'est recréé. Tout le monde a fui les buildings plus bas et tout se retrouve dans un seul building. J'aimais bien cette idée. Oui, à part qu'à un moment, on va être tellement nombreux sur Terre que ça sera certainement l'unique solution qui restera pour loger tout le monde. La verticalité. Oui. Il y avait un livre qui s'appelait « Tous à Zanzibar » qui imaginait que si tous les humains se contentaient de 2 mètres carrés autour d'eux, on puisse mettre toute l'humanité dans l'île de Zanzibar. Mais c'était écrit dans les années 60. À l'époque, il devait y avoir que 2 milliards d'individus. Donc maintenant, il faudrait un peu plus. Faudrait peut-être réviser ça. Oui, je pense que ça serait quand même un petit peu difficile. Vous nous parlez dans ce livre de la ronron-thérapie, Bernard Ferber. Qu'est-ce que c'est? J'ai eu la chance de rencontrer et d'avoir comme voisin Jean-Yves Gaucher, qui est un vétérinaire qui a inventé la ronron-thérapie. En fait, il s'est tout simplement aperçu que les chats ronronnaient à 25 MHz et qu'à 25 Hz. Et donc, c'est un son très grave. Et à 25 Hz, en fait, non seulement ça nous apaise, nous, mais ça aide les os à se ressouder.
Et or, ce ronronnement n'est pas fait pour communiquer entre chats, c'est vraiment fait pour communiquer du chat à l'homme. Donc, il a étudié ça, il fait passer des bandes d'enregistrement de ronronnement pour détendre les êtres humains. Et c'est vrai que finalement, c'est un moyen pour le chat de nous faire du bien. Mais d'ailleurs, les chats, en général, quand ils perçoivent que leur maître, leurs serviteurs sont malades, ils viennent, ils s'approchent, ils se mettent sur l'endroit où la personne a mal, c'est le ventre par exemple, ils vont se poser sur le ventre, et ils vont se mettre à ronronner et on perçoit le ronronnement comme une vibration à l'intérieur de notre corps. Et ça fait partie de la magie des chats. Oui, c'est tout à fait magique ce son et c'est vrai, mais j'ai bien aimé quand vous l'expliquez dans le livre, c'était assez joli. Cette planète des chats, donc vous terminez cette trilogie avec ce dernier livre. L'idée à chaque fois, c'est d'arriver à transposer dans un autre monde, dans une autre dimension, nos problèmes, les problèmes de notre société pour les traiter avec un peu de recul. C'est pour ça que vous prenez les chats, comme vous avez pris les fourmis. Est-ce que c'est votre façon de voir les choses, Bernard Werber ? Oui, de toute manière, ce que je fais, j'appelle pas ça la science-fiction, mais la philosophie-fiction. C'est juste pour montrer que dès qu'on change de point de vue, dès qu'on déplace la caméra pour prendre, par exemple, le point de vue d'un animal ou le point de vue d'un insecte ou le point de vue d'un ange, on comprend mieux les choses. Il y a cette phrase du mathématicien Gödel, c'est pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Donc je crois que pour comprendre l'humanité, il faut quitter l'humanité et essayer de comprendre comment pourraient fonctionner des systèmes non humains. Donc il faut regarder les espèces qui déjà sont intelligentes. J'ai pris le chat, mais j'aurais pu prendre en effet, par exemple, même la pieuvre est intelligente, le dauphin, les rats, les corbeaux. Il y a des tas d'espèces, en tout cas intelligentes, dans le sens qui arrivent à trouver la sortie des labyrinthes. Actuellement, c'est le critère pour définir qu'une espèce est intelligente. Et j'essaie en tout cas, de montrer que nous ne détenons pas l'unique talent d'intelligence. D'autres espèces arrivent à sortir du labyrinthe plus vite que nous. D'autres espèces arrivent à résoudre des énigmes plus vite que nous. Ce qui montre que d'autres espèces ont peut-être un niveau de conscience, seulement vu qu'on ne les estime pas parce qu'on considère qu'il n'y a que les humains qui sont intelligents, on perd ses maîtres. Mais par moment, peut-être même des gens, en utilisant l'observation de leur chien ou de leur perroquet ou je ne sais quoi, finissent par comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas si on n'avait pas d'animaux. On a besoin d'autres formes d'intelligence. Imaginez la planète s'il n'y avait que des êtres humains et qu'on ne pouvait discuter et voir que des êtres humains, qu'il n'y avait pas de pigeons, qu'il n'y avait pas d'insectes, qu'il n'y avait pas même de rats ni de chats. Je crois qu'on s'ennuierait, on serait très malheureux. Là, profitons qu'il y ait encore un peu de biodiversité, même si celle-ci disparaît, pour essayer de voir les choses un peu différemment. Vous avez parlé d'un labyrinthe lié à l'intelligence, ce serait de pouvoir sortir d'un labyrinthe. En ce moment, le monde et notre société est un peu dans un labyrinthe compliqué. On a du mal quand même à en trouver la sortie, c'est le moins qu'on puisse dire. Que vous inspire ce que vit en ce moment le monde, cette crise du Covid, cette crise sanitaire ? Peut-être qu'on aurait pu la prévoir, certainement même en tout cas. Mais on se retrouve face à une situation difficile à gérer. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bernard Werber ? Alors, j'avais évoqué ça déjà dans un livre qui est sorti il y a 5 ans qui s'appelait Troisième Humanité, dans lequel je racontais en gros ce qui se passe. Ce qui est le but d'un bon auteur de science-fiction, c'est de voir venir le futur. Mais j'ai pas le grand mérite, c'est que toutes les générations ont connu une peste. Il n'y a pas une seule génération qui n'a pas connu la peste. Donc, nous étions épargnés jusque-là. Ça pouvait pas durer éternellement. La dernière grande pandémie, ça a été la grippe espagnole, ce qu'on appelait à tort la grippe espagnole, parce qu'en fait, c'est juste l'Espagne est le seul pays qui a communiqué dessus, parce qu'il y avait la guerre de 14-18 et on avait peur que ça démotive les soldats, et que l'Espagne était neutre. Mais nous devions de toute manière connaître ça. Maintenant, ce que je pense du Covid, c'est que ça va nous forcer à réfléchir sur notre condition humaine, sur notre course à la croissance, notre course à la progression. On veut toujours plus de consommation, toujours plus d'êtres humains, toujours plus de destruction des forêts, toujours plus de destruction de l'eau, et ça ne peut pas durer. Là, ça nous rappelle qu'il suffit d'un simple petit virus pour que tout notre système s'effondre comme un château de cartes. Et ce que je trouve intéressant dans cette épreuve, c'est que ça va nous forcer à nous mettre en position pause et à réfléchir
déjà pour trouver des solutions pour le Covid, et il me semble qu'on n'avait pas encore sorti, et ensuite pour essayer de comprendre comment faire pour que ça ne se reproduise plus, parce que vu le réchauffement climatique, vu les conditions de notre rapport aux animaux, officiellement c'est censé être parce que des Chinois mangeaient des pangolins qui sont eux-mêmes qui ont été infectés eux-mêmes par les chauves-souris. Théorie que je ne crois pas personnellement, mais enfin ça montre bien que c'est les animaux qui sont à la source du problème. Je ne crois pas à cette théorie du pangolin, juste en tant que simple humain, mais je pense que le rapport à l'animal est la clé et du problème et de la solution. Mm-hmm. Voilà. Et tant que la Chine n'autorisera pas à enquêter à Wuhan, on pourra juste dire il s'est passé quelque chose à Wuhan qui a fait qu'il y a des problèmes dans le monde entier. Et c'est dommage que les Chinois ne veulent pas nous dire ce qui s'est passé réellement. Ça va être compliqué, ça. Alors, je sais que vous êtes toujours en train d'écrire, donc il y a toujours un livre de près. Vous pouvez être à la version 2, version 3, version 10 avant que le livre ne sorte. Je sais que vous écrivez toujours comme ça. Oui. Est-ce que cette situation a modifié votre écriture? Est-ce que ce que vous étiez en train d'écrire a été perturbé ou influencé par ce que nous vivons en ce moment, ce que nous vivons depuis le mois de mars dernier? Alors, j'ai écrit 2 livres durant... Oui. Enfin, j'ai terminé un projet... des fois, j'écris des livres et je ne les publie pas. Oui, en tout cas, j'ai fait un livre entier durant le Covid qui sera peut-être publié l'année prochaine, mais qui est un livre un peu spécial qui sort de l'ordinaire de tout ce que j'ai fait d'habitude. Et je peux pas en parler trop parce que tant que l'éditeur m'a pas dit ce qu'il en pensait, voilà, ça reste de l'ordre de l'hypothétique. Et j'ai un projet beaucoup plus ambitieux qui serait donc un projet possible pour avril et un projet plus ambitieux pour octobre. Maintenant, je dépends aussi donc de l'avis de mon éditeur. Mais en tout cas, j'ai bien écrit. Maintenant, c'était moins confortable parce que tous les matins, j'ai l'habitude d'aller au café, travailler 8h à midi et demi. Et là, j'ai pas pu sortir. Et donc, rester à la maison à travailler à mon bureau, c'était plus inconfortable. Mais ça n'a pas apporté. Ça a changé l'écriture. Voilà. Est-ce que ça a changé l'écriture pas dans la forme, mais dans le fond? Est-ce que les sujets ont été influencés par ça, ou vous avez suffisamment d'idées comme ça n'a pas? Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains dont ça a modifié l'écriture, ou qui ont même écrit sur ce sujet-là. Alors, moi, surtout pas écrire sur le Covid, parce que vu que j'en avais déjà parlé il y a 5 ans, donc j'essaie d'être en avance sur les problèmes et pas en retard. Les 2 sujets sur lesquels j'ai travaillé durant cette période, c'est les 2 sujets que j'avais définis avant la crise. Ouais. Ce que ça a dû changer, c'est peut-être le style. J'écoutais plus la musique, donc le style va être plus musical. Voilà. Au café, j'avais tendance à laisser à écouter la salle et à écrire en même temps. Là, je travaillais avec le casque un peu plus. Donc, voilà, ça peut changer ça. Mais vous savez, moi-même, au moment où j'écris... Vous savez pas ce que vous allez écrire? Non, mais je me rends pas compte. C'est un peu comme une poule qui pond un œuf. Je ne sais pas très bien quel goût ça va avoir. C'est après presque les lecteurs qui vont me dire est-ce que c'est différent, est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça leur plaît pas. C'est pour ça que pour moi, le feedback des lecteurs est très important, et c'est pour ça que d'ailleurs je réponds à cette interview et que je parle notamment au public de votre festival du livre. C'est parce que je crois qu'il est très important de maintenir un contact, de tout le temps. J'ai envie de savoir ce que pensent les lecteurs de mes ouvrages, et c'est pour ça que je voyage aussi beaucoup. C'est ce qui me manque peut-être le plus, qu'aller au café, c'est d'aller dans les salons du livre, parce que ça m'offrait précisément des points de vue autres que rester tout le temps au même endroit. Je crois qu'un auteur qui vit dans sa tour d'ivoire, au bout d'un moment, écrit tout le temps les mêmes histoires. Donc, il est important de voyager. Et moi, j'ai essayé tout le temps de rencontrer les lecteurs et de voyager au maximum. Et là, en effet, ça me frustre. Oui. Bon, je voudrais terminer avec une question un peu plus personnelle, Bernard Werber. Votre fils a publié un livre, votre fils Jonathan, c'est son premier livre. Bon, c'est facile comme jeu de mots, les chats font pas des chiens, surtout là avec ce livre qui vient de sortir. Fier, j'en suis sûre, vous êtes certainement très fier, mais son regard sur sa façon d'écrire, sa façon de travailler, elle est certainement différente de la vôtre. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous échangez? Est-ce que vous vous conseillez mutuellement? Est-ce que vous l'avez guidé?
J'aimerais bien que vous puissiez nous en parler. Alors, mon fils a une formation d'ingénieur et après, il a voulu être scénariste. Et puis, je lui ai dit, écoute, entre le moment où tu vas écrire ton scénario, dont il a fait une formation de scénariste dans une école, et j'ai dit, entre le moment où tu écris ton scénario et le moment où tu vas entrer dans une salle de cinéma pour voir le film adapté, il risque de se passer 15 ans. Alors, le film que tu as envie d'écrire, de réaliser, tu vas déjà faire un roman, puis tu pourras toujours de toute façon comme ça le présenter. Et donc, il s'est prêté au jeu. En tant qu'ingénieur et que scénariste, il a fait quelque chose, en effet, avec une articulation très complexe. C'est donc, ça s'appelle Là où les esprits ne dorment jamais. Et c'est une enquête policière en 1880 aux États-Unis, dans lequel il y a une femme détective de l'agence Pinkerton, qui est une agence qui a réellement existé, qui est la première agence de détective, qui a une particularité qui est être aussi la première agence à utiliser des femmes. Et qui a inventé des techniques notamment toutes les techniques de détective actuelles sont issues de cette agence Pinkerton. Et on leur a demandé de travailler sur les sœurs Fox. Et les sœurs Fox sont 3 sœurs qui ont, à partir de 1850, ont lancé le spiritisme. Et notamment, s'il y a des gens qui font tourner des tables en se touchant les doigts, voilà. C'est issu des sœurs Fox. Et ça a eu énormément de succès. Et les sœurs Fox étaient comme Elvis Presley, faisait des tournées dans les États-Unis avec des salles remplies. Et donc, elles parlaient avec les morts. Et il y avait plus de 30 millions de personnes qui se sont inscrites à la société de spiritisme. Et ça a entraîné d'ailleurs en Europe, Victor Hugo est rentré dedans, Baudelaire, Conan Doyle, Alexandre Dumas. Tous les auteurs étaient fascinés par les sœurs Fox, même ça a continué en Russie, en Espagne. Ça a vraiment été un énorme impact. Et je trouvais que son sujet était bon. Après, je lui ai donné des conseils de régularité, c'est-à-dire cette régularité que j'écris tous les matins, entre 8h et midi, je lui ai appris à avoir une régularité. Tout simplement, je lui ai dit, en imaginant que tu n'arrives pas à comprendre comment on écrit, rien qu'avec la régularité, tu vas trouver ton style. Et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, il est déjà sur le livre suivant. Ouais. Voilà, maintenant, il n'a pas de chance, il a démarré avec la crise du Covid. Donc, ça a été compliqué déjà pour être visible en librairie et puis pour être visible dans les médias. Donc, il démarre un démarrage discret, mais peut-être que c'est bien parce que comme ça, j'ai dit c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut tenir sur la longueur, mais enfin, j'invite aussi les gens qui nous écoutent à aller voir son roman Là où les esprits ne dorment jamais. Il est chez un autre éditeur, il est chez Plomb. Et voilà, c'est une autre aventure. C'est une autre aventure. Merci beaucoup Bernard Werber. La planète des chats, paru aux éditions Albin Michel. On espère très vite vous recevoir à Marseille, l'année prochaine certainement. C'est avec vous donc on va clore ce festival du livre 2020 du livre de Marseille. Vos livres, bien sûr, on peut tous les acheter, tous ceux que vous avez vus depuis 3 jours en passant par le site Festival du livre de Marseille. Vous pouvez obtenir également des dédicaces. Les livres seront ensuite à retirer à la librairie Prado Paradis à partir du 21 décembre. Bernard, à très bientôt, on l'espère, et on espère surtout à Marseille. Merci pour le temps qui nous a été consacré. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Laurence Guglielmo et à François David d'avoir organisé tout ça. Merci à mon complice Thomas, je ne sais pas s'il est toujours là, voilà, qui a à mes côtés. Thomas, allez, pour la fin, Franfan, viens avec nous, qu'on puisse avoir cette dernière image tous ensemble. Voilà. Nous, on a passé un excellent moment, évidemment. On espère que tous ceux qui nous ont suivis ont passé aussi un très bon moment avec nous. Et puis, on croise tous les doigts. Bien sûr, l'année prochaine, rendez-vous à Marseille. Bernard, c'est noté. Hein, tous à Marseille. Avec plaisir. Et ça a été vraiment un bon moment pour nous tous. Merci à la SAFIM de nous avoir reçus. Merci. Et je salue tous les internautes qui nous regardent. Et le public marseillais, évidemment. Merci beaucoup. Merci à Robert qui, pendant 3 jours, a fait notre photographe marseillais, le plus célèbre photographe marseillais, nous a suivis pendant 3 jours. Voilà. Donc, c'est rare que tu puisses rester 3 jours sur un événement. Merci. Merci à vous tous, merci à tous. De nous avoir suivis. Merci. À l'année prochaine. À l'année prochaine.